Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Mon nom est Clément Marianne et avec mon acolyte Franck Poirot, on vous emmène à la rencontre des entrepreneurs d'outre-mer. On vous propose de parler d'entreprise, d'innovation, d'investissement, d'indépendance, à travers le témoignage de femmes et d'hommes créoles qui ont eu l'audace de se lancer. Nous échangerons avec eux sur leur parcours, leurs succès, mais aussi leurs erreurs, leurs échecs et de la particularité d'entreprendre dans les DOM. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. Dans cet épisode, nous allons à La Réunion à la rencontre de Catherine Claes. Très impliquée dans le paysage économique de l'île, Catherine est aussi la fondatrice de Zoal, une marque de décoration qui se définit comme design et solidaire. Dans cette interview, on marie les opposés. On parle d'artisanat et d'e-commerce, de tradition et d'innovation. Catherine nous fait entrer dans les coulisses de son business et nous parle, sans langue de bois, de la particularité et des difficultés de lancer un site e-commerce à La Réunion. Allez, on s'installe dans son rocking chair traditionnel et on accueille Catherine. La solution du e-commerce, en fait, je pense que quand tu viens effectivement de Paris et que tu arrives à La Réunion, forcément, tu y as déjà pensé. Moi, j'ai déjà pensé à ça. Je pense que Franck aussi s'est déjà dit, tiens, il faut faire un e-commerce à La Réunion. Et donc, on entend là, dans ton explication, que ça ne s'est pas tout à fait finalement passé comme prévu et que cette solution de e-commerce qui te paraissait plutôt évidente, ne l'est peut-être pas. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Donc, quelle est la différence? Parce que là, tu nous disais, à l'époque, voilà comment je voyais Zoal. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui et pourquoi ça a évolué dans le sens que tu vas nous expliquer? Donc, ouais, je regarde le marché. Tu sais, tu fais ton beau business plan et donc tu extrapoles parce qu'en plus, tu as des chiffres sur la France, mais tu n'as pas forcément de chiffres sur la Réunion. Donc, j'essaie d'en trouver certains. Je fais des extrapolations. Il faut quand même se rendre compte qu'à ce moment-là, les ventes en ligne en 2021, ça, tu vois, juste dans le domaine de la déco, donc art de la table, linge de maison, petit mobilier, etc., ça représentait 1,3 milliard tu vois, de chiffre d'affaires uniquement en ligne, tu vois, selon la FEVAD. Donc, tu vois, je fais une extrapolation, tout ça, je me dis, bon, OK, il y a un marché, il y a de quoi faire. Tu vois, je regarde les chiffres d'affaires, effectivement, des différents concurrents, je me dis, OK, ça peut fonctionner. Sauf qu'il se passe plusieurs choses dans mon cas. La première, c'est que, mais ça, je l'avais anticipé à la base, c'est que n'étant pas connue, je sais que je vais avoir besoin d'un budget marketing et com, parce qu'il ne s'agit pas juste de faire un site de e-commerce et de s'attendre à ce que les gens, ça y est, j'ai mon site, que les gens viennent. Il faut prévoir tout un dispositif, toute une stratégie digitale. Je vous apprends rien pour faire venir les gens. Donc, je prévois effectivement tout un budget sur Google, Facebook Ads, Insta, Pinterest. Je me rends compte que ce n'est pas forcément hyper pertinent ici, mais tu vois, je prévois tout ça. Le Covid, en fait, les conséquences du Covid qui ont été directes pour moi, c'est que les produits, n'ayant pas pu les faire sur place, j'ai dû en emporter une grosse partie d'entre eux. Et les prix du fret ont juste explosé. Donc, le budget que moi, j'avais prévu pour me faire connaître passe littéralement à la trappe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui passe à la trappe, c'est que quand tu as un site de e-commerce, je réalise qu'en fait, ton site de e-commerce, il n'est pas disponible 100% du temps. C'est-à-dire que tu as beaucoup de fois où tu as un client qui arrive sur ton site et pour une raison X ou Y, parce qu'il ne passe pas par tel explorateur, il a la version IE de je ne sais quelle, je ne sais quelle version de IE, etc. Et ton site, si tu n'as pas de maintenance informatique, ton site n'est pas toujours accessible. Et en fait, je vois des paniers, tu vois, je regarde et à des moments, j'ai une trentaine de paniers abandonnés parce que le tunnel, si tu veux, de conversion n'est pas optimal parce que sur telle ou telle page, il y a des bugs. Et j'avais plus de budget sur la maintenance informatique. Donc, tout ça combiné m'amène très rapidement à première année où je suis super contente parce que je commence à vendre parce que les produits que j'ai fait venir arrivent avec littéralement 4 mois de retard. Donc, je commence mon année, non pas janvier comme je l'avais prévu dans mon beau business plan, mais en avril. Et donc, d'avril à décembre, je regarde, je me fais « Ah, punaise, j'ai vendu 850 produits. » Petite parenthèse, je ne savais pas conduire à l'époque et je devais m'occuper de ces livraisons-là. Donc, au début, j'étais en conduite supervisée. Voilà, je referme la parenthèse. J'ai eu mon permis entre-temps, mais voilà, pour que vous vous rendiez compte. Tu disais, Clément ? Non, je te disais bravo. Merci. Et donc, après ça,
Je réalise que je me dis, bah, c'est cool en fait. Avril à décembre, 850 produits, on a réussi à se faire connaître, on a travaillé. J'ai plusieurs enseignements. C'est que le premier, c'est ah ok, donc en fait, déjà, j'ai pas spécialement besoin d'être tous Google. Je sais pas, vous me donnerez votre avis, mais ça fonctionnait pas hyper bien. Donc en fait, je mets tous mes efforts principalement sur Facebook. Et c'est vrai qu'en termes de retour sur investissement, c'était plutôt intéressant. Et à côté de ça, je me rends compte qu'effectivement, en termes de taux de conversion, tu vois, je regarde un peu les métriques dans le secteur. Dans le secteur du e-commerce, quand tu fonctionnes vraiment, vraiment très bien, tu as 3% de taux de conversion. Moi, au tout début, tu vois, je crois que au mieux, j'ai dû faire 1,75, mais j'ai jamais, tu vois, été allé au-delà des 1,75 de taux de conversion. Et j'arrive donc fin 2021 en me disant, bon, bah voilà, ça a été compliqué, Covid, etc. Mais 2022, ça y est là, c'est bon. Je vais avoir besoin un peu de cash justement pour remettre un coup sur la com, une équipe pour m'aider parce que pour les livraisons, c'est pas forcément gérable. Mais 2022, je vais exploser. Et 2022, j'ai pendant 7 mois le site le site de e-commerce qui tombe en rade. Mais à côté de ça, je réalise aussi en fait qu'en fait le e-commerce ne fonctionne pas aussi bien que ça à La Réunion. Tu vois, j'échange avec Ravat qui a développé notamment sa marketplace pays. Je me renseigne sur d'autres effectivement personnes qui ont lancé leur marketplace. La localerie, tout ça, etc. Et en fait, tu vois, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu veux en vivre, ouais, tu vas faire quelques ventes, etc. Mais de croire que tu vas pouvoir rester sur du 100% en ligne, c'est juste pas possible. Et donc là, tu vois, je me dis, bon, bah, c'est simple. C'est soit, en fait, j'arrête, parce qu'entre-temps, bah, toi, tu as tout ton épuisement physique, hein. C'est-à-dire que tu as ton épuisement mental, ton épuisement physique, et tu te dis, bon, bah, est-ce que j'ai encore du jus? Est-ce que j'ai encore de l'énergie pour aller, tu vois, sur cette deuxième étape qui, bon, bah, est celle dont on a commencé à parler tout à l'heure? Ou est-ce que, bon, bah, voilà, j'ai testé le truc, ça fonctionne pas, etc. Et en fait, voilà, c'est pour ça que je suis arrivée très rapidement, très rapidement, en fait, pas si rapidement que ça, à me dire, bah, il faut que je développe le volet réseau de distribution, que j'aille sur du B2B. Pour vous donner un exemple, un panier moyen, moi, sur le site, il y en a autour de 65-70 € au niveau du particulier. Quand tu fais en wholesale, alors pour ceux qui ne connaissent pas, quand tu es dans des réseaux de distribution, tu as différents modes. Tu as le mode retail ou tu as le mode wholesale, en gros, hein. Donc, le wholesale, c'est en fait le distributeur qui va t'acheter ton stock. Donc, tu gères, enfin voilà, tu travailles plutôt bien tes marges et puis après, tu vends au distributeur qui, lui, en fait, possède ton stock. Ou alors, tu es en mode retail et à ce moment-là, bah, tu achètes du mètre carré, tu es toujours en possession de tes produits t'appartiennent toujours, mais tu achètes du mètre carré. Et moi, clairement, 2022 ayant été catastrophique, bah, je me dis, bon, bah, voilà, je vais faire ça en mode wholesale, achat de stock. Je tente le tout pour le tout. Et c'est là que j'échange avec notamment le groupe Ravat en me disant, bah ouais, je vais partir sur du réseau de distribution et en achat de stock. Et donc, voilà. Et donc, là où tu es sur des paniers moyens entre 65 et 70 €, et bah, tu es sur des tickets à 10K quand tu passes en B2B. Et puis, en parallèle de ça, je commence à avoir tu vois, des commandes de métropole. Donc déjà, sorties de nulle part, parce que je me dis, ouais, c'est dingue, parce que moi, toutes mes communications étaient quand même 100% Réunion, en Facebook, vu que tu peux faire de la géoloc. Donc, j'étais sur la Réunion, mais j'ai des gens qui passent commande de métropole. Et vient la question des frais de livraison. Et à ce moment-là, c'est juste, tu vois, c'était fin de l'année dernière, notamment pour Noël, que ce soit DHL, La Poste, Colissimo, tout ce que tu veux. Les frais, en fait, les frais de transport éclatent le prix, tu vois, pour le particulier. Et je me dis, donc, c'est pas tenable. C'est juste pas tenable. Le développement du e-commerce dans ce volet-là, ça n'a pas de sens. C'est énormément de temps déjà, toi, pour préparer cette commande unique que tu vas envoyer. Et puis, espérer que derrière, de l'autre côté, le client va se dire, bah ouais, potentiellement, les frais de transport représentent, tu vois, 50% de ma commande. C'est juste, enfin, tu vois, c'est juste, déjà, je n'ose même pas le dire. Et puis, c'est juste impensable de se dire que tu as des gens qui vont aller là-dessus.
Donc très rapidement, j'arrive sur la deuxième étape de me dire, bah écoute, ma chérie, le réseau de distribution ici, pourquoi est-ce que tu ferais pas la même chose mais en métropole? Et dans ma réflexion, arrive ce volet où je me dis, bah il y a un truc à faire côté digital, parce qu'effectivement l'idée c'est pas de devenir un business physique, l'idée c'est pas d'acheter des boutiques, tu vois, de louer des boutiques, d'avoir des vendeurs, etc. Donc j'ai pas envie de trahir l'idée première, parce que je crois qu'effectivement, il faut que ici, il y ait des choses mises en place pour nous permettre de développer le e-commerce. Mais je me dis, bon, bah voilà, en attendant de partir sur ce côté digital où tu peux ramener, en fait, une fois que tu es en magasin, les gens sur ton site, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, de façon assez simple, des QR codes, demain, tu peux imaginer des tablettes, etc. Là, j'ai des clients, tu vois, qui ont commandé parce qu'ils m'ont vu en magasin, mais qui ont commandé sur le site. Donc, l'un fonctionne plutôt pas mal avec l'autre. Et bah, de développer ces réseaux de distribution aussi en métropole. Et là, bah, effectivement, réfléchir plutôt sur un positionnement haut de gamme et non plus moyenne gamme comme ça l'est ici, pour notamment négocier des marges qui vont pouvoir aussi mieux amortir, tu vois, les frais de transport. C'était le podcast des entrepreneurs d'outre-mer. Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast.